En une seule nuit, la frontière sud s'est durcie. 3000 commandos burkinabés se déploient, non pour parader, mais pour répondre à un complot déjoué, à des accusations de transfert d'argent venus d'au-delà de la ligne et à l'idée d'une neutralisation planifiée au cœur du pouvoir. Parce qu'ici, une décision réécrit l'équilibre. Ce qui suit ne se limite pas à un déploiement militaire ni à une crise bilatérale isolée. Il s'agit d'un moment charnière où se croisent sécurité intérieure, équilibres régionaux et crédibilité politique, avec des effets qui touchent l'État, l'économie et la société. Pour le public, l'enjeu est clair. Comprendre ce qui est réellement en train de se jouer derrière les communiqués, les silences diplomatiques et les images de troupes alignées. L'intérêt est concret. Distinguer les faits des récits, mesurer les risques immédiats et anticiper les conséquences à moyen terme sans céder au slogan. À partir de là, chaque séquence sera examinée comme une pièce d'un mécanisme plus large où une décision entraîne une réaction, puis une autre, parfois inattendue. L'analyse suivra donc un fil précis. Comment un complot présumé devient un test de souveraineté. Comment une frontière se transforme en message politique et comment ce message résonne bien au-delà du Burkina Faso. Ce cadre permettra d'évaluer non seulement ce qui a été fait, mais aussi ce qui pourrait suivre, selon différentes trajectoires plausibles. Deux éléments changent immédiatement la lecture de la situation, un chiffre précis et un calendrier serré. Selon les autorités burkinabées, environ 70 millions de francs CFA auraient été mobilisés en amont et la tentative de déstabilisation aurait été neutralisée début janvier, quelques jours seulement avant qu'elle ne puisse passer à l'action. Ce rapprochement temporel explique la rapidité de la riposte et donne un cadre factuel au déploiement décidé sous Ibrahim Traoré. Les autorités parlent d'un scénario en plusieurs temps: élimination du sommet, confusion institutionnelle, puis tentative de recomposition du pouvoir. Dans ce schéma, la frontière sud n'est plus un simple espace géographique, mais un couloir potentiel pour des flux financiers, des relais humains et des coordinations discrètes. Ce contexte s'inscrit dans une histoire récente marquée par des ruptures successives. Depuis 2022, le Burkina Faso a revu ses alliances, réorienté ses partenariats sécuritaires et affirmé un discours de souveraineté plus frontal. Ibrahim Traoré s'est retrouvé au centre de cette reconfiguration, à la fois comme symbole et comme acteur. Cela a accru sa visibilité régionale, mais aussi sa vulnérabilité politique. Ainsi, le mini-révélateur n'est pas seulement le montant évoqué ou la date mentionnée. Il tient dans l'enchaînement. Un complot allégué, une preuve financière présentée comme traçable, puis une décision militaire immédiate. Ce triptyque explique pourquoi l'événement dépasse la rumeur et devient, pour les autorités, un casus belli diplomatique et sécuritaire. Pour comprendre les effets immédiats de la décision, il faut quitter les salles de briefing et suivre un acteur discret mais révélateur: le commandant d'un poste frontalier au sud-ouest, responsable d'un axe routier longtemps considéré comme routinier. Avant le déploiement, son quotidien se résumait à des contrôles rapides, à des échanges commerciaux continus et à une circulation dense de bus, de camions et de petits commerçants. En quelques heures, le décor change. Les contrôles s'allongent, les fils se forment et chaque véhicule devient un cas à examiner plutôt qu'un simple passage. Sur le terrain, l'impact précoce n'est pas spectaculaire, mais mesurable dans les gestes. Les transporteurs ralentissent leur rotation, les commerçants ajustent leurs itinéraires. Les habitants s'interrogent non pas sur la présence des soldats, mais sur la durée de la mesure. Ce commandant observe surtout un glissement psychologique. La frontière cesse d'être perçue comme une formalité et devient un espace politique chargé de sens. À travers ce prisme, la décision prise sous Ibrahim Traoré produit son premier effet réel.
Elle transforme un point logistique en symbole de vigilance. Les soldats ne sont pas là pour une parade visible, mais pour imposer une nouvelle normalité, faite de contrôles approfondis et de messages implicites. Chaque fouille, chaque vérification rappelle que l'événement déclencheur n'est pas un différend commercial, mais une menace présentée comme existentielle. Tout commence par une alerte interne, traitée d'abord comme un signal parmi d'autres, puis rapidement requalifiée. Selon le récit officiel, les services de sécurité détectent des mouvements financiers inhabituels et des contacts croisés entre des acteurs en exil et des relais actifs à l'intérieur du pays. À ce stade, rien n'est encore public. Le mécanisme est celui d'une vérification silencieuse où chaque information est comparée, recoupée, mise en attente. Cette phase d'activation est brève mais décisive. Elle établit le lien entre un projet politique et des moyens matériels concrets. La montée en tension s'opère lorsque ces éléments convergent. Les autorités évoquent alors un scénario précis, avec des rôles distribués, un objectif clair et un calendrier rapproché. Le complot présumé n'est plus présenté comme une intention diffuse, mais comme une opération structurée visant le sommet de l'État. C'est à ce moment que le nom d'Ibrahim Traoré est explicitement placé au centre du dispositif, non comme une figure abstraite, mais comme une cible. La narration officielle insiste sur ce point pour justifier la gravité de la réponse. Il ne s'agirait pas d'une contestation politique classique, mais d'une tentative de décapitation du pouvoir. Le point culminant intervient avec la décision militaire. Le déploiement de 3000 commandos n'est pas progressif, il est annoncé et exécuté rapidement. Cette simultanéité constitue le cœur du message. Sur le terrain, les unités prennent position le long de la frontière sud, sécurisent les axes, multiplient les contrôles. Dans la communication, le ton se durcit. Les autorités ne parlent plus seulement de prévention, mais de lignes rouges franchies. La frontière devient l'espace visible d'un rapport de force qui jusque-là restait implicite. Diplomatiquement, les relations se figent, les échanges officiels se raréfient et les déclarations publiques deviennent plus prudentes, parfois plus accusatrices. Économiquement, les flux ralentissent, créant des ajustements rapides chez les commerçants et les transporteurs. Socialement, le débat s'élargit, soutien affirmé pour certains, inquiétude pragmatique pour d'autres. La décision, associée à Ibrahim Traoré, cesse d'être un acte ponctuel et s'inscrit comme un tournant. Dans cet enchaînement, chaque étape nourrit la suivante. L'alerte justifie l'enquête, l'enquête légitime l'action, l'action produit des effets qui dépassent son cadre initial. Ce continuum explique pourquoi l'événement n'est pas perçu comme clos après le déploiement. Il ouvre plutôt une séquence durable, où chaque réaction future sera interprétée à la lumière de ce moment précis. Avant l'annonce du complot présumé, la situation de référence est décrite par les autorités comme relativement stable sur le plan institutionnel, malgré un environnement sécuritaire régional dégradé. Les flux commerciaux au sud suivaient un rythme régulier, les postes frontaliers fonctionnaient selon des procédures allégées et les échanges diplomatiques, bien que prudents, restaient ouverts. Ce baseline sert de point de comparaison, une frontière active mais non militarisée et un climat politique marqué par la vigilance plus que par l'urgence. Le premier delta mis en avant concerne le financement évoqué dans le dossier. Les autorités burkinabées parlent d'un montant d'environ 70 millions de francs CFA. Ce chiffre n'est pas présenté comme massif à l'échelle d'un État, mais comme significatif dans le cadre d'une opération ciblée. En clair, cette somme serait suffisante pour coordonner des relais, assurer des déplacements et activer des complicités sur une courte période. L'argument avancé est simple. Il ne s'agit pas d'un financement structurel, mais d'un levier ponctuel destiné à produire un effet maximal en un temps réduit. Le deuxième delta est temporel. La tentative de déstabilisation
aurait été neutralisé au début du mois de janvier, soit à quelques jours seulement de la date présumée de passage à l'acte. Cette proximité chronologique est centrale dans la démonstration officielle. Elle permet d'expliquer pourquoi la réponse n'a pas suivi un schéma progressif mais une logique de choc. En d'autres termes, le temps disponible pour l'arbitrage politique aurait été quasi nul, rendant toute demi-mesure risquée du point de vue des décideurs. Un troisième indicateur, moins chiffré mais tout aussi structurant, concerne l'ampleur du déploiement. Le choix de 3000 commandos marque une rupture nette avec le baseline sécuritaire antérieur. Ce volume dépasse celui d'une simple opération de surveillance renforcée et signale une posture de dissuasion. L'explication donnée par les autorités était fonctionnelle. Un effectif réduit aurait été interprété comme symbolique, tandis qu'un déploiement massif vise à fermer simultanément plusieurs axes, limiter les contournements et envoyer un message clair aux acteurs impliqués. Pris ensemble, ces trois éléments composent une lecture quantitative cohérente du récit officiel. Le montant évoqué explique la faisabilité du complot, le calendrier serré justifie l'urgence et l'effectif engagé traduit la gravité accordée à la menace. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un simple narrateur politique, mais comme le point autour duquel ces indicateurs sont articulés pour construire une légitimité d'action. Ce cadrage par les chiffres a aussi une fonction défensive. En avançant des données précises, même limitées, les autorités cherchent à déplacer le débat du registre émotionnel vers celui de la preuve. L'objectif n'est pas de convaincre tous les observateurs, mais de fixer une base factuelle minimale à partir de laquelle la décision peut être évaluée. Ainsi, le passage du baseline au delta n'est pas présenté comme une dérive autoritaire, mais comme une réponse proportionnée à des signaux jugés critiques. Une première critique, souvent avancée par des observateurs extérieurs, consiste à dire que le déploiement massif relève davantage de la démonstration politique que de la nécessité sécuritaire. Selon cet argument, annoncer publiquement l'envoi de 3000 commandos à la frontière risquerait d'alimenter les tensions régionales, de rigidifier les positions diplomatiques et de transformer une accusation encore débattue en crise ouverte. Dans cette lecture, une réponse plus discrète, centrée sur le renseignement et la coopération judiciaire, aurait limité l'escalade tout en préservant les canaux de dialogue. Un second argument oppose la logique économique à la logique sécuritaire. La frontière sud constitue un axe vital pour les échanges commerciaux, notamment pour les petits transporteurs et les marchés locaux. La militarisation soudaine peut être perçue comme une décision à coût immédiat élevé pour des acteurs qui ne sont ni impliqués ni responsables du complot présumé. Les critiques soulignent que ces perturbations risquent d'éroder le soutien populaire à moyen terme si les bénéfices sécuritaires ne deviennent pas rapidement visibles. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils reposent sur des risques réels. Cependant, la réponse officielle les contrebalance par une lecture différente de la temporalité et du signal envoyé. Du point de vue des autorités, la discrétion aurait été interprétée comme une hésitation. Dans un contexte présenté comme urgence, une réponse graduelle aurait laissé une fenêtre d'adaptation aux réseaux impliqués, leur permettant de se replier, de dissimuler des traces ou de déplacer des relais. La visibilité du déploiement est donc conçue comme un outil de dissuasion immédiate, destiné à fermer l'espace des possibles plutôt qu'à l'élargir. Sur le plan économique, la contre-argumentation insiste sur le caractère temporaire et ciblé de la mesure. Les autorités affirment que le coût d'un ralentissement commercial est jugé inférieur à celui d'une déstabilisation politique réussie. Dans cette hiérarchie des risques, la protection du sommet de l'État et de la continuité institutionnelle prime sur les pertes à court terme.
Ibrahim Traoré est ici présenté comme assumant ce calcul, en acceptant un impact local pour éviter un choc systémique plus large. Enfin, la réponse officielle rappelle que la mesure n'est pas pensée comme punitive envers les populations voisines, mais comme un filtre renforcé. L'argument central est que la frontière n'est pas fermée au commerce légitime, mais aux circuits jugés opaques. Cette distinction, qu'elle soit convaincante ou non, structure la justification politique. L'action serait défensive, proportionnée et réversible, conditionnée à l'évolution des preuves et du contexte. Dans ce cadre, le débat ne porte plus seulement sur le pour ou contre du déploiement, mais sur l'évaluation comparative des risques. Entre une escalade visible et une vulnérabilité silencieuse, les autorités affirment avoir choisi la première option, estimant qu'elle offrait un meilleur contrôle de la situation. Le déploiement n'est pas seulement une réponse sécuritaire, il marque un changement de registre. Jusqu'ici, l'affaire pouvait être lue comme une crise circonscrite liée à un complot présumé et à une frontière sensible. À partir de ce point médian, elle devient un test politique assumé, où la décision engage non seulement l'appareil militaire, mais aussi la narration nationale et régionale. Le message n'est plus adressé uniquement aux auteurs supposés du complot, mais à tous les acteurs qui observent, calculent et ajustent leur position. Ce basculement tient à un détail souvent sous-estimé, la synchronisation entre action sur le terrain et discours public, en liant explicitement le déploiement aux accusations financières et au calendrier serré, les autorités ferment l'espace de l'ambiguïté. L'événement n'est plus présenté comme préventif mais comme correctif. Dans cette logique, reculer ou temporiser serait interprété comme un aveu de faiblesse. C'est ici qu'Ibrahim Traoré change de rôle dans le récit. Il n'apparaît plus seulement comme une cible protégée, mais comme l'initiateur d'un signal stratégique. La frontière devient un écran sur lequel se projette une position. Refuser que les menaces restent invisibles, refuser que les conflits se règlent uniquement dans l'ombre. Ce choix redéfinit la suite, car il oblige chaque acteur, allié ou critique, à se positionner ouvertement. À partir de ce point, la question n'est plus pourquoi maintenant, mais jusqu'où cette logique sera-t-elle poussée? Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. Le déploiement redéfinit la frontière comme un instrument politique actif et non plus comme une simple ligne administrative. Les ministères de la Défense, de la Sécurité et des Finances sont contraints de travailler de manière synchronisée, car la question n'est plus seulement militaire. Elle touche à la traçabilité financière, à la coopération régionale et à la crédibilité de la parole publique. Dans ce cadre, l'exécutif assume une posture plus exposée. Chaque évolution future sera lue comme une confirmation ou une remise en cause de la décision initiale prise sous Ibrahim Traoré. Pour les acteurs économiques, notamment les entreprises de transport et les commerçants transfrontaliers, l'effet est immédiat et tangible. Les contrôles renforcés rallongent les délais, augmentent choquant les coûts logistiques et obligent à réorganiser les circuits d'approvisionnement. Certains opérateurs s'adaptent en diversifiant leurs routes, d'autres suspendent temporairement leurs activités. À court terme, cette friction pèse sur les marges. À moyen terme, elle crée une incertitude structurelle. Investir ou attendre, maintenir les échanges ou chercher des alternatives régionales plus stables. Du côté des populations locales, l'impact est plus diffus mais profondément ressenti. Les habitants des zones frontalières vivent avec la mesure à travers des gestes quotidiens, files d'attente plus longues, contrôles plus fréquents, présence militaire accrue. Pour une partie d'entre eux, cette visibilité était rassurante, car elle est associée à l'idée de protection face à une menace présentée comme grave. Pour d'autres, elle suscite une inquiétude pragmatique
liée à la peur d'une crise prolongée ou d'un durcissement des relations avec les voisins. Le soutien ou la réserve ne se manifeste pas toujours par des slogans, mais par des ajustements silencieux dans les habitudes. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent le cas du Burkina Faso. Les pays voisins observent attentivement la séquence car elle pose un précédent. Elle montre qu'un État est prêt à transformer une accusation de complot en acte de dissuasion visible. Pour certains gouvernements, cela peut apparaître comme un signal de fermeté légitime. Pour d'autres, comme un facteur potentiel de tension supplémentaire dans une zone déjà fragile. Dans tous les cas, la décision oblige les partenaires régionaux à clarifier leur position, même implicitement. Ce qui relie ces quatre niveaux, c'est l'irréversibilité partielle du geste. Une fois la frontière redéfinie comme levier politique, revenir à l'état antérieur n'est plus un simple choix technique. La décision associée à Ibrahim Traoré crée des attentes, des coûts et des interprétations qui s'auto-entretiennent. Elle produit des effets concrets, parfois contradictoires, mais toujours structurants pour la suite. Dans un scénario de base, la tension reste contenue mais durable. Les contrôles frontaliers se normalisent à un niveau élevé, les canaux diplomatiques fonctionnent par à-coups et les accusations continuent d'être traitées dans des cadres techniques plutôt que publics. Les échanges commerciaux reprennent partiellement sous des procédures plus lourdes. La frontière demeure un signal politique sans escalade majeure. Dans cette trajectoire, l'objectif principal est la stabilisation. Éviter un incident tout en maintenant une pression suffisante pour dissuader toute tentative similaire. Le coût est une lenteur structurelle et une prudence généralisée. Le scénario optimiste suppose une clarification progressive des faits et une désescalade négociée. Les mécanismes de coopération régionale sont réactivés. Des enquêtes conjointes ou parallèles permettent de réduire l'ambiguïté et des garanties sont formulées sur les flux financiers et les mouvements transfrontaliers. Les contrôles se recentrent sur des cibles spécifiques. Les échanges reprennent plus fluidement et la frontière perd une partie de sa charge symbolique. Cette option repose sur un alignement d'intérêts. La reconnaissance mutuelle que la stabilité régionale est plus rentable que la confrontation prolongée. Le scénario pessimiste envisage au contraire une rigidification. Les accusations se multiplient, les gestes de dissuasion appellent que des réponses indirectes et la frontière devient un point de friction permanent. Les acteurs économiques se détournent durablement de l'axe sud. Les populations locales subissent une pression continue et la méfiance s'installe comme norme. Dans ce cadre, chaque incident mineur est susceptible d'être interprété comme une provocation, réduisant l'espace de compromis. La crise cesse alors d'être un épisode pour devenir un contexte. Entre ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. Éviter la logique du tout ou rien. Penser en termes conditionnels permet de garder des marges de manœuvre. Si les preuves avancées sont consolidées et reconnues, alors l'ajustement des mesures devient possible sans perte de crédibilité. Si, au contraire, l'incertitude persiste, maintenir des garde-fous ciblés peut prévenir une dérive plus coûteuse. Dans tous les cas, la clé réside dans la capacité à transformer une décision spectaculaire en politique adaptable, capable d'évoluer sans se renier. Pour un premier groupe, celui des citoyens attentifs à la sécurité et à la stabilité institutionnelle, l'épisode agit comme un rappel brutal de la fragilité des équilibres. Il invite à se demander jusqu'où un État peut aller pour se protéger sans basculer dans une logique de fermeture permanente. Pour ce public, l'enjeu n'est pas de juger l'intention, mais d'observer les garde-fous. Transparence des décisions, durée des mesures, capacité à revenir en arrière lorsque le risque diminue.
Le cas étudié devient alors un prisme pour évaluer la relation entre sécurité et responsabilité politique. Un second groupe, composé d'acteurs économiques et de travailleurs dépendants des échanges régionaux, reçoit le message différemment. Leur préoccupation première n'est pas géopolitique mais concrète: délai, coût, visibilité. Pour eux, la situation pousse à des ajustements pragmatiques: diversifier les routes, prévoir des marges de temps plus larges, réduire la dépendance à un seul axe. Sans grand discours, ils testent des stratégies de résilience, souvent silencieuses, qui révèlent comment une décision politique se traduit en micro-choix quotidiens. Un troisième groupe, plus large, inclut ceux qui suivent l'actualité à distance, parfois depuis d'autres pays de la région ou de la diaspora. Pour eux, l'intérêt réside dans la comparaison. Ce qui se passe ici résonne avec des expériences similaires ailleurs: accusations de complot, réponses sécuritaires fortes, débats sur la souveraineté. L'épisode devient un cas d'école permettant de mieux lire les dynamiques régionales sans nécessairement y être directement exposé. À l'échelle individuelle, deux gestes simples peuvent émerger de cette lecture. D'abord, distinguer les faits établis des récits émotionnels afin de ne pas confondre information et mobilisation. Ensuite, observer les évolutions dans le temps plutôt que de figer un jugement sur un instant précis. Ce recul n'annule pas l'engagement, mais le rend plus lucide. Il transforme le spectateur passif en observateur actif, capable de relier un événement ponctuel à des tendances plus profondes. La première étape relève de la clarification institutionnelle. Les autorités sécuritaires et financières sont chargées de consolider le dossier présenté, en distinguant ce qui relève de l'accusation politique et ce qui peut être documenté de manière vérifiable. Le calendrier est court, quelques semaines, pas des mois. Le critère d'évaluation est simple: la capacité à produire une chronologie cohérente des faits et des flux, suffisamment robuste pour résister à un examen contradictoire, même partiel. La deuxième étape concerne le filtrage opérationnel à la frontière. Les forces déployées doivent passer d'une posture de blocage large à un contrôle plus ciblé. Concrètement, cela signifie prioriser les axes sensibles, réduire les frictions sur les flux ordinaires et ajuster les effectifs en fonction des risques observés. L'horizon est intermédiaire, de 1 à 3 mois. La mesure du succès repose sur un double indicateur: maintien de la vigilance sans paralysie durable des échanges. La troisième étape est diplomatique. Elle vise à rouvrir des canaux formels, même minimaux, afin d'éviter que le silence ne devienne la norme. Cette phase n'implique pas une normalisation immédiate, mais un cadre de discussion technique. Le repère temporel est conditionnel, dès que les éléments jugés critiques ont été partagés. L'évaluation se fait à travers la reprise de mécanismes de contact, même discrets, plutôt que par des déclarations publiques. La quatrième étape touche à la communication publique. Sous Ibrahim Traoré, le message doit évoluer d'un registre d'alerte vers un registre de suivi. Informer sans dramatiser, rappeler les raisons d'initiales tout en montrant les ajustements. Le critère clé est la cohérence. Éviter les contradictions entre discours sécuritaires et réalité observable sur le terrain. Enfin, la cinquième étape est réversible par conception. Elle consiste à définir explicitement les conditions de sortie ou d'allègement des mesures. Quand, sur quels signaux, avec quels garde-fous. Cette clause est essentielle car elle transforme une décision exceptionnelle en politique maîtrisée, mesurée non par sa fermeté initiale, mais par sa capacité à évoluer sans perdre sa logique. Le commandant observé plus tôt regarde désormais les fils plus calmes, les gestes plus maîtrisés, et comprend que ce qu'il applique n'est plus une consigne provisoire, mais une décision chargée de sens. Ce lieu banal s'est transformé en point de mémoire,
rappelant que les choix politiques finissent toujours par se matérialiser dans des espaces concrets, vécus par des individus ordinaires. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure lointaine, mais comme le nom associé à un moment de bascule. Pour ses genres et soutiens, il incarne la fermeté face à une menace jugée inacceptable. Pour ses critiques, il symbolise le risque d'un pouvoir qui se durcit sous pression. Mais pour beaucoup, au-delà des positions tranchées, il représente surtout une décision assumée, prise dans un contexte de tension maximale, avec la conscience de ses coûts et de ses conséquences. Le fil émotionnel ne réside pas dans la rhétorique, mais dans la responsabilité. Ce qui marque, ce n'est pas l'image des commandos, mais l'idée que la sécurité, la souveraineté et la stabilité ont un prix visible, parfois inconfortable. Le poste frontalier, redevenu silencieux, rappelle cette vérité simple. Quand l'histoire accélère, ce sont souvent les lieux les plus ordinaires qui portent les traces les plus durables. À ce stade, l'histoire ne se referme pas sur une certitude, mais sur une interrogation collective. Ce qui s'est joué à la frontière sud du Burkina Faso dépasse un épisode sécuritaire précis. Cela renvoie à une question plus large. Comment les États fragiles arbitrent-ils entre protection immédiate et stabilité de long terme, entre fermeté visible et flexibilité stratégique? Le cas observé montre que chaque choix crée des effets en chaîne, parfois maîtrisables, parfois imprévisibles. Pour certains lecteurs, cette séquence évoquera avant tout la souveraineté et la nécessité de fixer des lignes rouges. Pour d'autres, elle soulèvera des inquiétudes sur les coûts économiques, les tensions régionales et le risque d'enfermement progressif. Ces lectures ne s'annulent pas, elles coexistent et méritent d'être mises en dialogue plutôt que réduites à des slogans opposés. C'est précisément dans cet espace de discussion que l'analyse prend tout son sens. Plutôt que de trancher définitivement, l'invitation est donc à observer la suite avec attention. Quels signaux indiqueront un apaisement réel? Quels ajustements montreront que la décision peut évoluer sans se renier? Et comment d'autres pays de la région interpréteront-ils ce précédent? La question reste ouverte et c'est à chacun de se demander, face à une menace perçue comme existentielle, quelle combinaison de fermeté et de retenue est réellement soutenable?